Sur les bords de la Loire, à 120 km au sud de Paris, Orléans, 115 000 habitants, a des allures paisibles. Sauf qu'ici, les rixes entre bandes gangrènent le centre-ville. Plus de 220 caméras surveillent les rues et dans les locaux de la police municipale, les appels affluent. Police municipale, bonjour. Une rixe, place de Gaulle. Entre une dizaine d'individus. Sur les images de vidéosurveillance de la place, on voit un homme en jogging noir et gris en train de se battre avec un groupe d'individus. Ah, effectivement, oui, ça se tape un peu dessus. Là. Ouais, de Orléans aux équipages, là, j'ai une rixe en cours, place de Gaulle. Sur place, la bagarre continue et plusieurs jeunes tentent de maîtriser l'homme en jogging noir et gris. Il se débat, s'enfuit et pourchasse cet homme, en pantalon blanc, un des protagonistes de la bande avec laquelle il se battait. Tout d'un coup, il s'arrête brutalement et sans aucune raison apparente, s'écroule. Plusieurs individus se dirigent alors vers lui et quand la police municipale arrive, la tension monte. L'homme en jogging se relève, soutenu par cet homme en doudoune blanche. Mais quelques mètres plus loin, à la station de tramway, il s'écroule à nouveau. Un autre équipage de la police municipale est appelé en renfort. Pour information, on était au niveau du rue des Champs-Ferrés. On avait un individu qui était au sol. C'est Pascal, le capitaine de la police municipale qui prend en charge l'intervention. Là, on a les collègues qui apparemment sont partis derrière les individus et l'info qu'on aurait, c'est un des individus qui ferait des malaises fréquents. Alors je ne sais pas s'il y a des interpellations ou pas et les raisons, mais on se rapproche. À leur arrivée, la situation est confuse et très tendue. C'est une intervention de police, monsieur, vous reculez. Vous reculez, monsieur. Donc il va se calmer. Donc il faut qu'il aille à l'hôpital avec les pompiers. Stop, c'est fini. On met la pression, C'est fini. c'est pas bon. L'individu au jogging a repris connaissance. Mais à l'arrivée des pompiers, il refuse d'être pris en charge et se montre violent. Les agents s'y mettent à 5 pour le maîtriser et font tout pour éviter que cela ne dérape. Mais très vite, ils essuient des jets de projectiles. Sortez un bouclier en protection. L'homme au jogging résiste Foutez-le par terre, hein, c'est tout. et refuse d'être emmené à l'hôpital. Pascal décide d'utiliser la manière forte. Il y a quelqu'un avec lui, les gars. Reculez, s'il vous plaît. Relevez-le, emmenez-le aux pompiers. L'homme est menotté sous le regard des passants et conduit de force dans l'ambulance des pompiers. Là, apparemment, c'est un de leurs amis, donc effectivement, ils apprécient pas trop. Dans ces cas-là, ils sont très solidaires. Le but, encore une fois, il n'est pas de faire monter la pression, mais plutôt essayer de la faire redescendre, de manière à, voilà. Ça s'est à peu près bien passé, on l'a extrait rapidement, qu'ils partent à l'hôpital étant donné qu'il faisait divers malaises. Et là, on va partir pour éviter de la surenchère, en fait. Pascal et ses hommes ont évité que la situation ne dégénère. Ici, les tensions entre bandes sont le quotidien des policiers municipaux. Incivilité, violence, agression. En France, de plus en plus de centres-villes font l'objet d'une hausse des faits de délinquance. On était en train de rentrer, on a vu une bagarre, on a voulu se séparer. Des villes comme Nantes, Perpignan, Marseille ou encore Paris enregistrent des niveaux records de violence dans les quartiers sensibles de leur centre-ville. Il est re-rentré dans le domicile et il a essayé de ressortir avec un couteau, nous a menacé avec une arme. Vol de véhicules, cambriolage ou encore coups et blessures volontaires y seraient 2 à 3 fois plus élevés qu'ailleurs. Ah, j'espère que t'as une malle, j'espère que t'as une malle. Des bandes qui font régner la terreur aux violences et incivilités du quotidien. Gendarmes et policiers ont fort à faire. Je suis qui, madame? Je suis la police municipale. Ça vous pose un souci? Je suis en train de faire mon travail. À Perpignan, nous avons suivi Steve, l'un des piliers de la brigade de nuit de la police municipale. C'est un autre travail spécifique d'un point de vue de la police municipale. Lors des nuits souvent mouvementées dans le centre-ville, Nous, on va rester dans le secteur. On sait jamais, quoi. ses collègues savent qu'ils peuvent compter sur son sang-froid. On les fait partir, là, parce que ça commence à m'énerver, là. Allez, rentrez chez vous. À Paris, nous avons suivi Eric, motard de la police.
c'est l'emplacement du numéro de série. On voit très bien qu'il a été effacé, volé et repeint. Son flair en fait l'ennemi numéro 1 des chauffards. Et le feu rouge, là. Franchement, c'est parce que vous étiez au téléphone. Le feu rouge, j'ai pas fait attention. Bah oui, c'est bien ce que je vous reprocherais. Vous découvrirez aussi la gare de Lyon comme vous ne l'avez jamais vue. Je me suis fait agresser par derrière. Avec les pompiers de Paris à la caserne Chaligny. Ils interviennent plusieurs fois par jour auprès des voyageurs sur des cas parfois très graves. Ça passe les ventiles? Oui, ça passe les ventiles. Ok, on prend un relais. Toujours passé. La ventilation, c'est pour permettre d'oxygéner au mieux le cerveau. Donc la priorité reste toujours encore sur le massage, histoire de bien faire circuler le sang qui remonte bien au cerveau. Immersion dans les nouveaux quartiers sensibles qui donnent beaucoup de fil à retordre aux forces de l'ordre. Perpignan, il est 19h30. Steve entame son service. Il est à la brigade de nuit depuis près de 10 ans et c'est un des piliers de l'équipe. L'atmosphère de la nuit, quand on contrôle des personnes, quand on intervient quelque part, on a toujours un peu plus de réflexion sur la sécurité. On est un peu moins noyé dans la foule. Voilà, c'est un autre travail spécifique d'un point de vue de la police municipale. Ce soir, le premier appel ne tarde pas à arriver. Allez, on y va. Hein. Ouais, India 30, on sera sur place. L'équipe se rend dans le quartier Saint-Jacques, dans le centre historique de la ville. Ici, le taux de chômage atteint 83% et la moitié des logements sont vides ou délabrés. Les ruelles qui datent du Moyen-Âge sont difficilement accessibles en voiture. Vas-y. Arrivé sur place, il tombe sur des individus qui se présentent comme de simples témoins. On était en train de rentrer, on a vu une bagarre, on a voulu se séparer. On a vu que ça partait, je lui ai dit viens on part en courant. Ça sert à rien. Vous avez du sang sur la main droite? Bah parce qu'on quand j'ai séparé. Et après on est parti, je lui ai dit quand j'ai vu. On est vraiment aux mauvaises personnes en courant. Si jamais on fait rien, il y a un mort, on va dire non assistance à personne en danger. On a voulu séparer par toute gentillesse. Vous avez vu des blessés graves? Non, on a juste voulu que ça se batte. On a séparé. On a séparé. Et après, je lui ai dit viens on part en courant, ça sert à rien. On n'a rien à faire ici. Ils n'en diront pas plus, mais les policiers ne sont pas dupes. La plupart du temps, c'est des violences volontaires mutuelles, il n'y a pas de dépôt de plainte, c'est assez compliqué pour intervenir sur les RICS. Les contrôles s'enchaînent à la recherche d'indices ou de témoins. Monsieur, je vous dis que j'ai rien. C'est à moi de m'en assurer, d'accord? Les individus présents ce soir ne sont pas très coopératifs. Ils n'hésitent pas à provoquer les policiers. Allez, monsieur. C'est le meilleur à Miami. Miami, si tu crois que t'as Miami ici déjà, c'est que t'as un problème. Hein. Bon, j'ai les moyens d'y aller. Bah alors, vas-y, hein, alors. Ils savent que les pouvoirs de la police municipale sont limités, mais pas de quoi décourager Steve. Bonsoir, monsieur. Bonjour. C'est quoi le bruit que j'ai entendu? Il soupçonne l'individu d'être en possession de sachets de drogue. Ok, le sachet de bœuf, tout ça, vous me remettez? Ok, le grinder aussi, je vois. Ok, posez tout ce que vous avez d'illicite, vous mettez là. La petite capsule que j'ai vue aussi. Face à l'insistance de Steve, l'individu a une réaction pour le moins inattendue. Soit vous me remettez tout d'un coup. Ouais, parce que là... Non, mais vous faites quoi, là? Je vous montre, parce que comme ça... Là, il faut que je vous interpelle pour exhibitionnisme. Non, comme ça, je vous montre que j'ai rien sur moi. Écoutez-moi, faut que je vous interpelle pour exhibitionnisme ou quoi? Vous avez besoin de montrer votre nouille à tout le monde, là? Il n'y a pas besoin, c'est comme ça, moi, je vous montre. Non, mais ça se passe pas comme ça, là. Moi, j'ai pas de stup caché sur moi. Moi, vous voyez que j'ai pas de stup, c'est juste ma consommation personnelle, monsieur. Mettez votre masque, comme ça. Mettez votre masque. Finalement, le jeune homme s'en sortira bien. Récupérez vos affaires, sauf les produits illicites. Vous rentrez chez vous, par contre, je vous verbalise quand même. Ça marche. Allez. Il repartira avec une amende de 135 €. Au revoir. Au revoir. Le calme semble revenu, mais Steve décide de continuer sa patrouille à pied pour s'en assurer. Nous, on va rester dans le secteur. On sait jamais, quoi. Et quelques rues plus loin,
Il découvre un homme allongé au sol en pleine crise. L'individu est incontrôlable et ses propos incompréhensibles. Il indique avoir du mal à respirer. Ouais, Delta d'India 30. Tu peux m'envoyer les sapeurs-pompiers au niveau de l'esplanade. J'ai une personne qui fait une crise d'asthme sévère. Sur mon individu qui s'est battu et voilà. On sait pas trop, on va faire appel au SP et puis ils verront son état de santé parce que là, on n'arrive pas à comprendre. Il est soit il monte, soit il descend à chaque fois. Donc voilà. Un coup il monte, un coup il descend. Voilà, c'est exactement ça. En cas de doute, les policiers municipaux sont obligés d'appeler et d'attendre les pompiers. Au même moment, de l'autre côté de la rue, un jeune homme se présente aux policiers. Il prétend être un ami de la victime et propose son aide. Je reste là, ouais. On termine le contrôle là-bas, il se calme. Et toi, tu restes à proximité là-bas. Ça marche? Allez, assieds-toi sur les bancs là-bas. Là-bas. Et il nous a dit qu'il y avait apparemment une rixe avec un autre ami à lui. Mais qu'il souhaitait essayer de l'apaiser. C'était le seul à pouvoir l'apaiser. Mais bon, nous, tant qu'il est sous notre responsabilité, il n'a pas à rentrer dans le système de contrôle. La situation est tendue. Des groupes se sont formés à proximité. Steve accepte finalement la venue de l'ami. C'est bon, tu l'as vu, il passe. C'est bon, et voilà. Ils vont se faire un gros câlin. Non mais madame, pour l'instant vous avez pas compris, c'est la police municipale, on fait pas ce qu'on veut quand même. Hein. Non mais je vais juste essayer de les calmer. Écoutez-moi, pour l'instant vous venez pas comme ça, d'accord? C'est un contrôle de police. Oui d'accord, vous filmez là, et oh, c'est bon, vous avez le tout seul, filmez là. Madame, est-ce qu'on vous invite à participer, madame? Allez de l'autre côté là. Madame, écoutez, je vous invite, voilà, parce que je commence à en avoir un peu. C'est bon, je vais pas vite. Ok, ça fait 3 fois que je vous demande de vous mettre là-bas, vous allez là-bas. Je suis qui, madame? Je suis la police municipale, ça vous pose un souci? Je suis en train de faire mon travail. D'accord? Mais nous aussi, on peut les calmer pour les rentrer. Ok, c'est ce que j'entends, mais je vous demande pas de venir jusqu'à eux pour l'instant. Il y a des collègues, vous parlez avec des collègues, c'est bon. C'est tout simple. L'ambiance est de plus en plus électrique et rien ne semble pouvoir calmer l'individu. Les policiers ne le savent pas encore, mais l'intervention va soudainement mal tourner. L'ambiance monte encore d'un cran. À la demande des policiers, les pompiers ont fait le déplacement. Ils vont maintenant évaluer l'état de santé de l'individu en crise. Ouais, je vous explique, on est arrivé, il était au sol, il nous dit qu'il était asthmatique et qu'il faisait une crise d'asthme, et là, il a récupéré. Voilà, savoir si vous pouvez lui faire un bilan, et puis on va voir. Après, il n'a pas consommé d'alcool, et le problème, c'est que je sais pas s'il est en plein état de démence ou... voilà, on va voir. Est-ce qu'il va être d'accord pour qu'on le prenne en charge, qu'on lui prenne une tension? On va aller voir. Monsieur, il y a les pompiers pour vous. Bonjour monsieur. Est-ce qu'ils peuvent prendre votre tension, tout ça? Venez, on va faire un bilan dans l'ambulance. Ça vous va? Il n'y a pas besoin de menottes. Allez. Allez, monsieur. Allez. Pendant ce temps, les policiers dispersent avec difficulté l'attroupement. Bon, moi, on les fait partir là parce que ça commence à m'énerver là. Allez, rentrez chez vous. Les pompiers terminent l'examen du jeune homme. Alors c'est un monsieur qui est probablement en crise d'hystérie. À notre arrivée, le patient est très agité, mais il n'apparaît pas en détresse. Donc au cours de notre bilan, on voit que ses constantes vitales sont normales. Donc là, je vais en référer au médecin régulateur du SAMU pour voir avec lui si on peut laisser ce monsieur sur place aux soins de la police pour les investigations. Et la réponse du médecin régulateur est immédiate. C'est bon là, on a le retour ou pas là? C'est bon, on peut le laisser sur place. Allez, vas-y, c'est bon. Venez voir, venez. Le médecin régulateur a donné son accord pour qu'on le laisse sur place avec la police. La police va prendre en charge le reste de l'intervention. Merci. Mais problème, lorsque les policiers peuvent enfin reconduire l'individu chez lui, à 2 pas de là, avec son ami, la situation dérape complètement. Tu viens là. Doucement. Voilà, allez, tu la récupères. Voilà, c'est bon. La victime se met à insulter les policiers. Laissez passer. On va le calmer.
et se sauve discrètement dans son appartement au premier étage. Il a récupéré un couteau. Face à cette menace, les policiers sortent immédiatement leur arme de poing. Mets les mains sur la tête. Mets les mains sur la tête. En quelques secondes, la situation a complètement dégénéré. Ok, vas-y, au sol. Ah, doucement, c'est bon. Ok, c'est bon, on menote, c'est bon, reculez maintenant. C'est bon, recule, c'est bon. Et là, on fait quoi? Écoute-moi, recule. Regarde, on lui fait pas mal. Voilà. Tu regardes. On est sûr. Ok, papa, excuse-moi. Vous êtes gentil. Tout va bien. Voilà. Ok. Mais, chef, excusez-moi. Il est interpellé maintenant. Chef, excuse-moi. Louis, sur le là. Écoute, j'ai pas le temps. Il n'y a pas de problème. Laisse-moi voir. Chef, excuse-moi. Steve et ses hommes viennent d'éviter le pire. Je vais rendre compte. Laisse la porte. Ouais, Delta d'India 30. Au moment de le ramener, ce dernier a commis des outrages et a voulu regagner le domicile. Les clés. Il est re-rentré dans le domicile et il a essayé de ressortir avec un couteau, nous a menacé avec une arme. Et là, on vient de l'interpeller. Pas de coup de feu, pas de blessés. Et l'individu est pris en charge par l'équipe Mike qui était sur la place de l'Esplanade. Comment reçu? T'en avais d'autres, non? Aussi à toi direct. Comme pour toute interpellation, les policiers municipaux le conduisent directement au commissariat le plus proche. La procédure est comme ça, on dépose plainte contre cette personne pour le préjudice subi. Dans le bureau de l'officier de police judiciaire, le prévenu, aidé d'un interprète, livre une version tout à fait différente. Il prétend qu'il aurait été violenté par la police municipale, mais l'agent n'est pas dupe. Maintenant, c'est rare les nuits où il n'y a pas 3-4 effectifs de police nationale ou municipale. C'est les porteurs d'uniformes qui se font outrager. Dans ce cas précis, l'individu risque gros. En théorie, c'est une peine d'emprisonnement. Maintenant, clairement, on ne va pas mettre quelqu'un en prison pour outrage alors qu'on a du mal à trouver de la place pour des vols violences. Maintenant, là, il risque un peu plus puisqu'il a quand même menacé les policiers municipaux avec un couteau. Donc là, on parle quand même d'un autre fait. On ne s'arrête pas simplement à des insultes simples, entre guillemets. Outrage à agent, menace avec arme blanche, l'agresseur risque 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 45 000 € d'amende. En France, les outrages à agents sont en constante progression. En banlieue parisienne, Benoît et son partenaire Mathieu sont 2 motards de la police. Ils prennent la direction d'une cité au nord de Paris où une voiture a été incendiée. Il y a des risques d'explosion, la température fait notamment éclater un pneu du véhicule. Les 2 policiers doivent sécuriser le périmètre pour protéger les habitants, mais aussi pour permettre aux pompiers d'intervenir sans être pris à partie. On est vraiment entre 2 façades de bâtiments. Il y a eu déjà des antécédents. On voit bien au positionnement des véhicules de pompiers également, qui ne s'exposent pas. Ils restent dans... Partiellement, l'indicatif qu'est-ce qu'on place, c'est quoi? Dans les... en couverture, voilà. Ce que craint Benoît, c'est la chute d'objets. Quelques instants plus tard, un projectile a justement été lancé d'un étage. On vient de prendre un projectile, collègue. C'est quoi qu'on a pris un peu de moutarde, là? Oh, merde. Mais cela n'impressionne pas Benoît. Ça va aller. Pourquoi vous allez me virer de ma cité ou quoi? Eh non, mais t'es décalé. Mais pourquoi moi je suis là, moi? Allez, s'il te plaît, sois gentil. Les policiers tentent de nouer le dialogue avec un petit groupe de jeunes du quartier. Les policiers, je ne comprends pas pourquoi ils sont là pour sécuriser, parce que quand on a besoin d'eux, ils sont jamais là. Les pompiers, c'est normal qu'ils soient là, ils font leur travail. Et c'est normal que les pompiers ne vont pas se faire caillasser ici. Pourquoi caillasser des pompiers? C'est pas une bonne raison. Moi, je ne comprends pas les gens qui caillent des pompiers, quoi. Il y a des collègues à vous, il y en a qui sont très bien. Il y en a d'autres qui cherchent la merde. Après, quand vous cherchez la merde, c'est normal que vous la trouvez. Chacun est comme il est. C'est clair. Après, il ne faut pas généraliser. Donc, chacun sa mission est pareil. Il faut que les généralisent pas sur les fonctionnaires de police également. Comme il y en a qui savent faire des roues, il y en a qui savent pas en faire. L'échange se finit sur un ton plus léger. Les jeunes prennent même des photos. Les pompiers ont éteint l'incendie et l'incident n'aura fait aucune victime. Benoît et Mathieu peuvent quitter les lieux. Mais à 450 km de là, à Lyon,
Il est 18 h. C'est la sortie des bureaux. La circulation est dense. Le trafic, difficile et dangereux. L'heure critique pour les pompiers de la caserne Rochat, en plein centre-ville. Adrien, 32 ans, sapeur-pompier depuis 6 ans, est appelé en urgence. On part sur un accident de tramway avec a priori un piéton blessé. Donc j'ai pas plus d'informations pour le moment. On fait un angle Viviani, boulevard des États. Le boulevard des États est à 8 minutes de la caserne. Adrien part avec Paul, un de ses coéquipiers. Ils savent qu'il faut faire vite car ce type d'accident avec le tram peut être grave. En termes de gravité, c'est vrai que ça peut aller d'un simple impact à un piéton qui est coincé sous le tramway. On sait jamais avant d'arriver sur les lieux. Mais les embouteillages ralentissent l'avancée des pompiers. Adrien et Paul doivent compter sur le civisme des automobilistes. C'est la bonne heure là en plus. C'est vrai qu'on a des grands axes de tramway qui coupent le secteur et pour le coup on est très impacté. Sur place, signe de la gravité de l'accident, une autre équipe de Rochat est déjà là. Un jeune de 16 ans est inconscient. C'est au moment où il traversait les voies qu'il s'est fait percuter. Qu'est-ce que t'as du coup? Au niveau du cuir chevelu. Il n'y a pas de véhicule impliqué, rien du tout. Après on vient d'arriver donc... Ok, ça marche. Une personne impliquée a priori en UR, en cours de bilan par VSAV et équipe SMUR sur les lieux. Reculez s'il vous plaît. Allez, on laisse travailler le SAMU, merci. L'ami de la victime n'a rien pu faire. Il a juste entendu le bruit au moment de l'impact. Le jeune homme a été projeté au sol et sa tête a heurté le quai. Vu qu'il avait des écouteurs aux oreilles, je pense qu'il n'a pas dû entendre le tramway arriver. Et moi, à un moment, j'ai entendu un bruit qui s'est passé. Je ne l'ai pas vu se faire renverser, mais je l'ai vu quand il était par terre. Il avait une grosse ouverture au niveau de l'œil ici et il saignait trop. Il saignait beaucoup trop, il perdait trop de sang. De son côté, la conductrice du tram est sous le choc. Moi j'ai juste le réflexe de freiner, le freinage d'urgence, et pour que la rame puisse s'arrêter, il y a un certain temps. Mais malheureusement, elle l'a tapé avant qu'elle ne s'arrête. Ça peut être mon fils, un gamin de 16 ans. Au bout de quelques minutes, le jeune garçon reprend conscience. Mais sa plaie à la tête inquiète les pompiers. Au médecin du SAMU de le prendre en charge. Les cervicales peuvent être touchées, alors il lui pose une minerve pour éviter toute complication pendant son transport vers les urgences. Levez. Envoyez encore un peu. Encore. Halte, posez. Ils vous ont dit le doc pour le transport? HFME, ouais. HFME, ok, ça roule. Donc je confirme transport d'une victime sur HFME, transport médicalisé. Les enfants, c'est toujours des interventions beaucoup plus dures. Quand on est parent, forcément, on a une sensibilité qui est autre et je pense qu'on est plus impacté par ce type d'intervention. C'est une urgence absolue. Le jeune garçon est conduit à l'hôpital Édouard Herriot. Il faut vite identifier les séquelles. Il est envoyé à l'IRM. Heureusement, elle n'a révélé aucune lésion grave. Il s'en tirera avec quelques points de suture. C'est le 11e accident impliquant le tram depuis le début de l'année à Lyon. Mais d'autres moyens de transport préoccupent les pouvoirs publics, et notamment les deux roues, dont les accidents sont de plus en plus fréquents. Et justement, quelques jours plus tard, à la caserne Rochat, David, 35 ans, sapeur-pompier depuis 12 ans, est appelé en urgence. Il est 8 h du matin. A priori, ce sera un scooter qui se serait fait percuter par une voiture. Donc il y a un homme d'une trentaine d'années qui est resté au sol. Le temps presse. David n'a pas d'autres informations, mais il sait que ce type d'accident est souvent meurtrier. Ça dépend un petit peu de la vitesse à laquelle il roulait. Et puis dans tous les cas, même s'il ne roulait pas très fort, on peut vite se faire mal sur les accidents de deux roues. La collision a eu lieu à une dizaine de minutes de la caserne. En arrivant sur place, David découvre la victime allongée au sol.
suis un ancien pompier. D'accord. Et vous avez été témoin du... Non, justement, je me suis arrêté et la dame a dit ça, main tête. Les témoins de l'accident ont sécurisé les lieux et l'un d'entre eux est en train de faire les gestes de premier secours. Cette conductrice a coupé la route au scooter, elle est sous le choc et reconnaît ses torts. Je ne comprends pas, j'étais là, j'attendais, j'ai regardé des deux côtés et je l'ai pas vu. Quand elle a voulu s'engager sur l'artère principale, la jeune femme a heurté de plein fouet le scooter qui venait de sa gauche. L'impact a été violent, le conducteur du 2 roues a été éjecté. C'est qui enlève le casque? Quel monsieur? Quel lui-même? Clément, un des collègues de David, craint le pire. La victime a eu un mauvais réflexe, elle a enlevé son casque après le choc, ce qui peut entraîner des risques de lésions cérébrales. Clément s'assure que l'homme n'a pas eu de perte de connaissance et teste ses facultés pour détecter d'éventuelles commotions. Petit casque, hein. Vous l'avez enlevé tout seul? Moi, je m'en doute tout. Vous vous rappelez de tout? Vous savez quelle journée aujourd'hui? L'homme répond normalement, mais se plaint de douleurs aux jambes, plutôt inquiétant. Clément redoute que la colonne vertébrale ne soit touchée. La victime risquerait alors une paralysie. Non, ça va? Au niveau du bassin, là. Non? Au niveau de la cuisse. Le jeune homme se plaint de douleurs dans les membres inférieurs. C'est bon, merci. Merci. David prend la situation en main. Bougez pas. Il immobilise ses jambes. Sortez, monsieur, là, c'est bon? Et avec une extrême précaution, les pompiers emmènent le conducteur du 2 roues jusqu'à l'ambulance pour l'examiner. C'est pas ce qu'il peut avoir, il faut pousser un petit peu les examens. L'aile pare-choc, Dans le fourgon, les pompiers tentent d'évaluer les blessures de la victime. Monsieur, votre douleur, vous la chiffrez à combien? 0, vous avez pas mal du tout. 10, c'est la pire douleur que vous ayez jamais ressentie? Disons qu'on est à 6-7. Le conducteur du scooter est en souffrance. Les pompiers doivent déterminer très vite la cause de ces douleurs. Localisé au niveau de la cheville. À première vue, la victime aurait la cheville cassée. Sa colonne vertébrale n'aurait pas été touchée, mais les pompiers veulent s'assurer qu'elle n'a pas de lésion interne. À l'extérieur, la police essaye de comprendre ce qui s'est passé. Elle interroge la conductrice. Bon, madame, du coup, on le transporte. On va sur Édouard Herriot pavillon A. Pendant son transport aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot, la victime, toujours en état de choc, ne cesse de se remémorer l'accident. Vous avez mis le pied en fait, c'est ça que vous avez fait? J'ai pas mis le pied pour protéger le scooter quoi que ce soit. C'est de peur en fait pour c'est de peur, protection. je l'ai laissé là où il était, j'étais... Ah ça va tellement vite. Et... Mais ouais, 2 roues piétons, c'est tous les jours. Après, c'est pas tous les jours au même carrefour, mais c'est tous les jours. Aux urgences, après plusieurs examens, le diagnostic tombe. L'homme a la cheville cassée. Dans son malheur, la victime a eu beaucoup de chance. En France, en 2022, on dénombre un accident grave de 2 roues toutes les 30 minutes. Assurer la sécurité sur les routes, repérer les conducteurs et les véhicules dangereux puis les retirer de la circulation font partie des missions d'Éric et Jean-François, les motocyclistes de la police. Ils sont en patrouille dans Paris et chassent les conducteurs imprudents, comme le conducteur de cette camionnette blanche qui va avoir droit à un contrôle de papier. Car si Éric fait demi-tour sur son passage, ce n'est pas par hasard. Bonjour monsieur la police nationale, je vais vous demander de couper d'abord votre moteur et me présenter votre permis de conduire, certificat d'immatriculation s'il vous plaît. On est passé, le monsieur nous regardait un peu avec insistance, genre me contrôlez pas, alors... Vous sentez quelque chose de louche? Ben, quand quelqu'un nous regarde comme ça, pas effrayé, mais voilà, peut-être il y a un loup, effectivement. Donc, vous avez eu un permis en France, monsieur, ou pas? Non. Jamais? Non, j'ai pas encore demandé. Là, je vais demander. L'homme semble être en règle. Il n'a pas de permis français, mais un permis belge. Vous m'ouvrez pour savoir ce qu'il y a dans le... Chauffeur-livreur, il l'utilise tous les jours pour distribuer des prospectus avec sa camionnette.
Il n'y a plus rien. Bon, ok, très bien. Très bien, ça marche, merci. Mais il y a quelque chose qui intrigue les policiers. En y regardant de plus près, Jean-François croit détecter des anomalies sur le permis. Avec la pointe qui vient sur le côté. Ce pourrait être un faux. On voit bien ici que c'est de l'impression à jet d'encre, tout simplement. C'est pas les écritures conventionnelles par les imprimeries nationales. Ah ben voilà. Donc j'ai la confirmation. On a la confirmation par les fichiers radio. Il a le permis français en demande. Depuis quand il est en demande? Je suis passé par TNP parce que... Ah, ouais. Donc il a le permis français en demande, c'est-à-dire qu'il est inscrit à l'auto-école, il est en train de le passer, et en attendant, il roule avec un faux. Vous l'avez eu quand, monsieur, votre permis, là? Quand? 2002. 2002. Et vous êtes arrivé en Belgique quand? Ah ben on a fait un an et demi en Belgique. Alors vous l'avez eu en 2002 et vous êtes arrivé il y a 1 an et demi en Belgique. Voilà, on a travaillé... L'automobiliste s'en mêle les pinceaux dans les dates et se perd dans ses explications. J'avais le temps pour le passer. Ouais. Je suis plus mon temps là-bas parce qu'ici j'ai pas le temps en fait. Je travaille tout le temps. Là-bas vous avez le temps, ici vous avez pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Ouais, normal. Voilà. Et depuis que je suis revenu... Bon allez, monsieur, je vais vous expliquer. Ce permis, c'est un faux permis que vous me présentez. Là, vous me présentez bien ce permis comme étant authentique, on est bien d'accord? Ben oui. C'est un faux permis, monsieur. Non. Si. Non. Si. Et vous le savez, monsieur. L'homme a l'air très étonné d'apprendre cette nouvelle. Non, moi je constate. Après, il y aura une enquête derrière, d'accord? Et s'il s'avère que c'est un vrai, ben, dans ce cas-là, voilà. Devant le policier, il nie catégoriquement rouler avec un faux permis de conduire. Par contre, s'il s'avère que c'est un faux et que vous nous avez menti, vaut mieux que vous nous disiez maintenant, plutôt que de remuer... Non, mais je vous le dis. Il n'y a pas de mal, hein. Vous inquiétez pas, vous avez tué personne, monsieur. Heureusement, hein, d'ailleurs. Hein. Eric emmène le conducteur au commissariat. Dans le véhicule, l'homme continue à faire le surpris. Pourquoi vous n'avez pas de permis français? Parce que j'ai pas le temps de passer le permis pour aller français en fait déjà. J'ai pas le temps. Voilà, il faut inscrire, il faut aller là-bas tout le temps, 3 fois dans la semaine, 4 fois je sais pas. Moi j'ai pas le temps. Un manque de temps qui pourrait lui coûter très cher. Conduire sans permis peut être puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Mais là, c'est encore plus grave. Si l'homme roule avec un faux, la sanction peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Hop, c'est là. Hop, à gauche. Il va être entendu par un officier de police judiciaire. Vous êtes là pour des fautes de conduire, usage et détention. Pendant ce temps, Eric et Jean-François vont inspecter le permis sous toutes ses coutures. Et l'imprimer dans l'armoire. Avec une lampe à UV, Eric examine les filigranes de sécurité. Ils permettent de vérifier de manière infaillible l'authenticité du document. Bon, là, avec la caméra, vous ne pouvez pas l'apercevoir, mais on voit que l'emblème, il est super mal fait. On n'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué dedans. Le dessin, il bave de tous les côtés. Les filigranes, là, on voit bien le C et le V, là, ça représente, hop, à la lumière. Donc ça représente un C et un V. On voit bien qu'ils sont à l'envers. Donc le faussaire a sans doute mis la trame à l'envers au moment d'imprimer le permis. Normalement, tout le tour, là, tout le cadre, ça va être des micro-impressions. Marqué Royaume de Belgique, là c'est un trait, à la loupe on voit un trait, il n'y a rien marqué du tout. Donc moi ça me conforte dans ma position, c'est un faux. Il n'y a pas besoin de l'amener à analyser. Enfin si, ça va être fait pour la procédure, mais c'est clair que c'est un faux. Plus aucun doute pour Eric. L'homme est quant à lui placé en garde à vue. Au cours de son audition, il reconnaîtra avoir acheté son permis de conduire en Belgique, tout en affirmant ne pas savoir que c'était un faux. À quelques centaines de mètres de là, la gare de Lyon et ses 82 millions de voyageurs annuels. Entre métro, RER, lignes régionales et internationales, une centaine de milliers de personnes se croisent ici chaque jour sans s'arrêter. Mais aujourd'hui, c'est dans cette fournaise qu'un homme a été victime d'une crise cardiaque. ACR Gare de Lyon, 87 rue du Charolais. Vincent, pompier de Paris à la caserne Chaligny, a été appelé en renfort pour secourir la victime. Donc là, on a un peu de chance, les agents de sécurité de la Gare de Lyon sont sur place en train de masser depuis un petit moment. 50 000 personnes meurent chaque année d'un arrêt cardiaque. Seulement 7% des victimes y survivent. Vincent sait que le temps est compté.
Les pompiers de la gare, déjà sur place, ont installé un paravent pour préserver l'intimité de la victime. SR est confirmé ou pas? Confirmé. 5 analyses, un choc au premier dès la pose du DE. Reçu. On dessape tout. Ok, on coupe le reste. Razo, tu tourneras après, d'accord? Toutes les 2 minutes. Ça marche. Je m'en ai un moyen. Les pompiers doivent masser manuellement. Cela fait maintenant plus de 15 minutes qu'ils essaient d'avoir un pouls. Face à la gravité de la situation, Vincent décide d'appeler un médecin-pompier en renfort. Secours à un homme en arrêt cardio-respiratoire. Attendons moyen médicalisé, Golfe 2, parlez. Alors que son équipe se relaie au chevet de la victime, Vincent doit déterminer depuis combien de temps son cœur s'est arrêté de battre. À quelle heure vous présentez et ça fait combien de temps qu'il était couché par terre? Okay. On se présente, c'est à 16-18. Il avait déjà un massage en cours et un choc délivré par DSA. Vincent doit aussi retrouver l'identité de la victime. Il n'a rien, pas de papier sur lui. Là, portefeuille. Donc là, je sais pas si l'adresse est encore bonne. L'homme serait âgé de 60 ans. Alors que le train entrait en gare, il s'est effondré sur le quai. Mais dans l'immédiat, Vincent est préoccupé par autre chose. Ça passe les ventiles? Oui, ça passe les ventiles. Ok, on prend un relais. Toujours passé. La ventilation, c'est pour permettre d'oxygéner au mieux le cerveau. Donc la priorité reste toujours encore sur le massage, histoire de bien faire circuler le sang qui remonte bien au cerveau. Ok, un homme d'environ 60 ans, j'ai pas encore fait le... Voilà, j'ai les papiers sur moi, il est né en 45. On peut la confirmer l'âge? Ouais, je vais le confirmer tout de suite. En urgence, le médecin doit injecter de l'adrénaline et tenter de retrouver un pouls. Elle est un petit peu haute. Ouais. On va prendre la tête? 58, ça fera 40 minutes. S'il n'y a aucun signe de reprise, rien qui repart. 40 minutes, on a donné ses chances, on a fait tout le traitement maximum. Le cœur de la victime ne reprend toujours pas. Le médecin doit alors prendre une décision grave. On enlève tout, c'est fini. Il déclare la mort de la victime. Les pompiers ne pourront plus rien pour elle. On va déjà lui aligner les bras, on va le couvrir en attendant. Au milieu des 250 000 passagers de la gare de Lyon, ce jour-là, une vie s'est arrêtée. Un fardeau quasi quotidien pour les équipes de pompiers. C'est pas nous qui choisissons, mais là, globalement, on a mis tout en œuvre. Ça n'a pas fonctionné. C'est toujours triste, c'est toujours triste. Ensuite, après, bon, c'est notre métier. C'est compliqué, on l'assume. Confronté régulièrement à la mort, Vincent n'y est pourtant jamais indifférent. C'est, oui, douloureux, c'est pas évident. Notre métier, c'est quand même de sauver les gens. Ça touche un peu, quand même. Allez, au revoir et bon courage. Vincent préfère rester pudique face à la mort et d'autres personnes en détresse comptent sur le sang-froid des pompiers. Les pompiers interviennent environ 3 fois par jour à la gare de Lyon. Elle dessert le sud-est de la France mais aussi la banlieue sud de Paris. La nuit, c'est donc le lieu où les fêtards d'Île-de-France patientent avant de prendre le premier train pour rentrer chez eux. C'est souvent à ce moment que la soirée dérape. Guillaume est réveillé à 5 h du matin pour intervenir sur une agression. La gare de Lyon, notion plaie arme blanche. Couteau, cutter, tesson de bouteille. Les équipes de secouristes de la gare sont déjà sur place. Donc, homme qui s'est fait agresser là, dans la gare. J'ai 20 cm sur la tête. Ouais, ça part de là, ça passe sous l'oreille, ça va jusque là. Ok. Donc il est conscient. Ouais. Mis à part ça, il n'y a rien d'autre. Avec quoi? Tesson de bouteille, tu m'as dit? Non, un couteau. Couteau. La lame environ de ça, par contre, il n'y a pas su me dire quel type de couteau ça pouvait être. D'accord. Sur place, les policiers prennent la plainte pour retrouver le coupable. Pendant ce temps, l'équipe de Guillaume s'occupe de la victime. Vous avez perdu beaucoup de sang? Non, je crois pas. Guillaume examine la blessure qui est en fait superficielle. Après avoir pansé la plaie, il demande conseil pour évacuer la victime. Malheureusement, le drame ne le surprend pas. Ça aurait pu être grave, mais au final, l'intervention, j'ai envie de dire, est presque banale. Il a une belle cicatrice, mais ces jours, ils sont plus en danger, quoi. La victime, elle, est abattue. Elle n'en revient toujours pas.
le motif de l'agression est insignifiant. Je me suis fait agresser par derrière. Une agression verbale à niveau de l'entrée sur ma compagne. J'ai fait face. Et puis il y a eu des mots. Après on a fini par partir sur le quai. Et puis il y en a un qui est arrivé par derrière, il m'a mis un coup de couteau par derrière. Pour rien. Pour des mots, pour des... Voilà, parce qu'ils étaient apparemment un peu éméchés. Voilà, faut fermer sa gueule ou faut subir ou prendre le risque de se faire agresser. Quoi. Reconduit à l'hôpital, l'homme sera recousu mais il restera défiguré. Ce type d'agression gratuite provoquée par l'alcool est aussi la face sombre de la gare de Lyon. Ouverte de jour comme de nuit, la gare de Lyon attire toutes sortes de populations, notamment des personnes dans une extrême précarité. Une trentaine de sans-domicile fixe squattent les abords de cette gare et les pompiers sont l'un des derniers remparts de la société. Alexandre est aujourd'hui appelé pour un motif a priori banal. Un homme SDF se plaint de douleurs aux jambes. C'est l'équipe de la sécurité de la gare qui a appelé pour son cas. Il y a 2 jours, il marchait pas bien. D'accord, donc vous l'avez déjà vu il y a 2 jours et vous êtes intervenu ce matin? Là, on est intervenu il y a une demi-heure. Il y a une demi-heure? Ok. Vous êtes déjà cassé le nez ou pas? Non? Ok. Est-ce que vous avez des maladies particulières? Vous avez quoi? Ouais, c'est pas ça, mais regarde les yeux, ils sont un peu jaunes. Serrez encore sur celle-ci. Celle-ci là. Serrez comme ça là. Gardez vos bras, monsieur. Vous pouvez gonfler vos joues comme ça. Gonflez les deux en même temps. Faites comme ça. Mais Alexandre va rencontrer un petit problème. L'homme est d'origine polonaise et il ne parle pas français. Votre âge, s'il vous plaît. How old are you? Vous parlez anglais? Et pour connaître l'âge de la victime, Alexandre et son équipe s'adressent à un proche, également SDF. Il était présent au moment de la chute. How old are you? 27? Non. C'est pas possible. 47? Ok. Des fois, avec la barrière de la langue, en fait, on peut s'orienter sur des mauvaises choses. Il ne peut pas nous le dire clairement. En fait, ça rajoute des difficultés en plus. Comme là, par exemple, là, des fois, on lui pose des questions. Il parle un tout petit peu français, on ne sait pas si réellement il a compris. Comme tout à l'heure, le gonflement des joues, ça se trouve, en fait, s'il aurait parlé français, il nous l'aurait très bien fait, alors que là, il ne nous le fait pas du tout. C'est censé prouver quoi, ça, le gonflement des joues? Justement, c'est un signe de l'AVC sur quoi on s'oriente là actuellement. La paralysie du visage est un des symptômes de l'accident vasculo-cérébral. En France, c'est la 3e cause de mortalité masculine. C'est ou un petit caillot de sang qui se met dans les veines au niveau du cerveau, ou c'est une veine du cerveau qui est hémorragique. Un petit, en fait, on se coupe au niveau du bras comme si une veine qui est ouverte, sauf que là, c'est à l'intérieur du cerveau. Ouais. À l'intérieur du camion, l'état de la victime se dégrade. Mais dans l'état actuel, Alexandre ne doit réaliser aucun geste médical sur la victime et laisser passer la crise. Protéger, faire attention à ce qu'il ne se blesse pas lui-même, parce que les tremblements sont assez violents. Il peut se blesser un peu avec tout, avec la barrière. Surtout pas, par exemple, protéger sa langue en mettant la main dans la bouche, comme on entend régulièrement sur Internet ou autre. C'est les 149 de Cheyny se dirige à l'hôpital. Dernière option pour Alexandre, se rendre à l'hôpital Saint-Antoine pour vérifier si l'homme est bien victime d'un AVC. Si c'est le cas, les séquelles apparaissent après 3 heures. 7 heures après, elles deviennent irréversibles, mais Alexandre va avoir une nouvelle surprise. On a découvert une fois mis dans l'ambulance qu'il avait des poux de partout sur lui. Donc faire attention, même pour nous, pour la désaffection du VSAV pour après, pour les prochaines victimes. Tout, voilà, on trouve un petit peu toutes les maladies chez ces personnes-là, malheureusement. Ça va, monsieur? On arrive à l'hôpital. Pas de quoi faire sourciller ce jeune pompier qui intervient régulièrement auprès des populations SDF. Au total, 29 000, rien qu'à Paris. Une population qui ne cesse de s'accroître. Autant de SDF, oui, dans la ville de Paris, oui, c'est vrai que surtout à notre époque, ça fait un peu justement mal au cœur de voir autant de personnes qui dorment dehors. Et voilà, au début, après, malheureusement, c'est une habitude à prendre et
C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans la routine et continuer à les traiter comme des personnes classiques, comme des victimes classiques. Mais un autre aspect de la précarité cause bien des soucis aux pompiers de Paris. Il s'agit du problème des logements mal entretenus. Derrière les splendides lieux touristiques qu'offre la capitale, de nombreux logements indécents menacent de s'effondrer. À la caserne Masséna, la médecin-pompier Claire Valentin vient d'être appelée en urgence. Un accident grave vient de se produire. Direction le quartier du Marais, en plein cœur de Paris. Claire va devoir intervenir rapidement. Là, on est parti sur un toit qui s'est effondré et il y aurait une victime ensevelie. On va voir. C'est dans ce vieil immeuble que l'accident s'est produit. Et au dernier étage, voici ce que Claire découvre à son arrivée. Un énorme tas de gravats à ciel ouvert. L'immeuble s'est entièrement effondré sur les bureaux d'une société, probablement à cause de la vétusté de l'immeuble. Les dégâts sont impressionnants, mais heureusement, la plupart des employés n'étaient pas présents. Seuls 3 d'entre eux étaient dans les locaux. L'un d'entre eux est gravement blessé. Il a été évacué par ses collègues dans un restaurant au pied de l'immeuble. Claire s'y rend pour l'examiner. C'est un effondrement au dernier niveau, il n'y a personne dessous. Il n'y aurait qu'une victime, c'est le monsieur qui est là. D'accord, il n'y aurait personne d'autre dessous. La victime, allongée au sol, est sérieusement touchée. C'est derrière que ça... Vous avez quel âge 3-4 ans, vous avez des problèmes de santé? Claire ne sait encore rien de l'état du blessé, pourtant elle n'a que quelques minutes pour poser un diagnostic. Là, ça fait mal ici. L'homme, très affaibli, livre tout de même quelques informations. Cela signifie qu'il est conscient, un premier indice pour les secouristes. Ça va, tous les gravats au-dessus. Mais ce sont surtout ses collègues qui ont précisé les circonstances de l'accident. Vraiment sous la cheminée qui s'est cassé la gueule. Moi je suis monté à l'étage. D'accord. C'était à quelle hauteur le plafond? 2 mètres. Au début je pensais que c'était un tremblement de terre, donc à Paris c'est un peu anormal. Donc quand tous les gravats sont tombés, c'était pas une bonne idée de rester à l'étage juste en dessous. L'homme a le bras cassé et un traumatisme crânien. Claire réalise la violence du choc. Il a probablement des fractures, donc c'est très douloureux. Donc on va devoir lui passer des antalgiques pour le soulager et donc le médicaliser. Frédéric, l'infirmier, suit les instructions de Claire. On pique, monsieur. On vient de vous faire de la morphine, il faut attendre un petit peu que ça agisse. La douleur, est-ce qu'elle diminue? Elle diminue. Entre 0 et 10, là, vous pouvez me donner un chiffre? 5. D'accord. Attention pour lever, lever. La victime doit être manipulée avec précaution. Elle est immobilisée dans une coque spéciale en vue du transport dans l'ambulance. En fait, dedans, il y a des billes de polystyrène. En retirant l'air, les billes viennent se contracter et en fait, ça fait une attelle rigide. D'accord, c'est comme un plâtre. Exactement. Le blessé est stabilisé, il va pouvoir être emmené à l'hôpital. Il n'y a pas de syndrome d'écrasement, mais par contre, il a reçu quand même tout un plafond sur lui. Donc il y a des risques de lésions sous-jacentes qu'on ne voit pas forcément initialement. Donc il faut qu'il soit surveillé et évalué. Est-ce que ça fait mal? Oui, c'est là. Comment? Pas comme avant. Ça vous fait moins mal? Oui, il y a les antalgiques aussi. Merci. Ok. Pour lui, c'est Noël à l'hôpital. Il y a de grandes chances que oui, il passe au moins le 24, au moins le week-end à l'hôpital. Ok. Mais en vie. Oui. Et je pense qu'il s'en sort bien. Ouais. Il aurait été à un autre endroit de la pièce, il serait mort. Je vais remonter, d'accord? On a la place du coup. Là, au mollet? Coordination médicale, la R50, c'est la quitté l'intervention pour les urgences de l'hôpital Saint-Antoine.
L'équipe de réanimation doit atteindre l'hôpital rapidement. Problème, nous sommes à quelques heures du réveillon. La circulation dans la capitale est très difficile. Il y a des trucs. Vert, on va où? Ok. Ah, ça a été. Ouais. Vraiment être fluide. Avec la circulation parisienne, c'est pas évident. Arrivés à l'hôpital, les pompiers remettent le blessé entre les mains du personnel médical. Et malgré les cris de douleur de la victime, Claire se veut rassurante. Pour nous, c'est la fin de l'intervention. Voilà. Maintenant, je rappelle tout à l'heure pour savoir les résultats de l'imagerie pour lui. Les examens n'ont rien révélé de grave. L'homme en est quitte pour quelques jours d'observation et un réveillon de Noël à l'hôpital.